Bonsoir. Nous avons décidé, Goliath et moi, vous avez déjà repéré le petit Goliath qui se prépare à la promenade. Nous avons décidé de shooter en soirée parce qu'il fait une chaleur de bête. Et alors, deuxième complication, comme quoi les problèmes ne viennent jamais seuls, il y a un vent de folie sur les hauteurs. Donc, nous sommes venus dans une magnifique petite vallée qui est dans mon coin. Je vous la montre. Regardez si c'est pas joli, parce que l'avantage de shooter à 20h30, c'est que c'est la golden hour. Vous voyez? Alors, ça a ses avantages. Et ici, finalement, ben voilà, on est à l'ombre. Le soleil est en train de se coucher tout doucement. Nous sommes quand même le 10 août. Les jours raccourcissent et, ma foi, il fait très bon. Donc, je n'ai pas de regrets. Nous sommes venus exprès ici pour vous présenter une nouvelle petite vidéo qui ne se veut pas extrêmement miraculeuse ou détonnante, quoique, bon, il y a toujours quand même quelques leçons à tirer et vous connaissez un peu mes obsessions. Aujourd'hui, on va parler des erreurs commises trop fréquemment en médecine fonctionnelle et je vais vous apprendre ou vous rappeler, parce que j'ai déjà vaguement évoqué ça, mais on n'a jamais vraiment insisté de la même manière. Pas d'animaux, hein, pas d'animal, ça. Hein. Alors oui, je devrais pas parler trop fort parce que à cette heure-ci, près du cours d'eau, hein, c'est un endroit, ici je suis près du village, mais on va s'éloigner. On va aller dans une vallée très peu fréquentée. On va quitter ici la route goudronnée, on va aller dans des chemins. Et à cette heure-ci, près du cours d'eau, c'est bourré de gibier. C'est bourré de gibier. Et donc, les biches et les chevreuils vont venir se désaltérer. Et si je vois quelque chose et que je m'arrête de parler, c'est que j'ai une vision. Et je peux vous dire, dans ce coin-ci, c'est rare quand c'est pas le cas. Alors avec un peu de chance, si je ne fais pas trop de bruit, regardez, c'est quand même pas dégueulasse tout ça. Hein. Bon, évidemment, c'est de la nature, c'est du gibier, c'est des animaux, et ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je ne sais pas comment on peut soigner les humains et ne pas aimer les animaux, ou ne pas vouloir les voir en vidéo. Bon, moi je veux bien, mais... Enfin bref. Oublions ça. Passons à la première erreur que je vais mettre en évidence. En fait, celle-là, je l'aborde dans une vidéo spéciale qui est consacrée au fer. Mais tout le monde n'a peut-être pas envie de se farcir les 28 minutes de la vidéo sur le fer. Ou vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'est important, donc c'est pas une mauvaise chose de le répéter ici. Mais je vois, y compris des collègues à moi, que j'ai formés, qui prescrivent du fer à des patients parce que la ferritine est très basse. Et donc ils ont ce réflexe qui est mauvais. Ferritine très basse, boum, prescription de fer. Chez une femme, par exemple, qui a des cycles menstruels, qui est réglé, ferritine très basse, bouf, on saute sur le fer. Et on ne regarde pas la saturation de la transférine. Et donc, très rapidement, je vous rappelle que si la saturation de la transférine est satisfaisante, voire limite haute, donc, allez, je simplifie ici, sinon je vous renvoie à la vidéo sur le fer, mais une saturation de la transférine de 40 à 50%, c'est absolument rempli de fer. Au-delà de 50%, ce fer devient libre dans le sang, donc horriblement pro-oxydant, et donc il n'est pas question de donner du fer à quelqu'un qui présente une ferritine très basse, mais qui a une très bonne saturation de la transférine. Alors, il y a des cas un peu limites. Bon, si la saturation de la transférine est de 30%, la ferritine très basse, ma foi, on pourrait en donner pendant un temps limité. Mais si la saturation de cette fameuse transférine commence à grimper, s'approcher tout doucettement
de la limite fatidique des 50%, en tout cas au-dessus de 35-40%, il n'est pas question de donner du fer. On peut vérifier les paramètres du fer 6 mois après pour voir si ça ne se dégrade pas, mais le fer est contre-indiqué. Donc ce n'est pas ce truc élémentaire, la médecine fonctionnelle est quelque chose de subtil, quelque chose de personnalisé, et on n'a pas des protocoles, alors là, simplistes, ferritine basse, je donne du fer, voilà. Mais ça, je sais pas, vous apprenez à un chimpanzé à faire ça. On ne peut pas parler d'animaux. Donc, non, c'est trop élémentaire, ça ne convient pas à la médecine fonctionnelle. C'est ne pas nuire et donner du fer quand il y en a suffisamment, eh bien, c'est nocif. Alors, un petit bémol, ça, je n'ai pas dit dans la vidéo sur le fer, pas un bémol, mais un petit affinage du conseil de prescription du fer. S'il y a des paramètres de stress oxydant, c'est-à-dire par exemple une oxydation du cholestérol LDL, voire un excès de myéloperoxydase, voire un excès de 8-hydroxydéoxyguanosine, 8-OHDG, sont les paramètres les plus classiques, c'est en tout cas ceux que je fais pour évaluer le stress oxydant. Il faut être encore plus restrictif pour la prescription de fer, parce que le fer est très pro-oxydant, comme le cuivre. Bon, j'en vois qui prescrivent du cuivre allègrement. Oui, moi je veux bien, mais moi pas. Donc, méfiez-vous du cuivre aussi. Goliath, tu veux aller par là? Ouf. Bon, on suit Goliath. Alors, autre erreur typique, et toutes ces erreurs, elles ont la même structure, si vous voulez, ce sont des simplifications où on regarde un paramètre et on néglige les autres. On est attiré par un paramètre déficitaire et regardez ça, on est en Amérique du Nord ici, c'est très inhabituel parce qu'il y a ce contraste, si vous voulez, entre les bois qui restent bien verts et les champs ou les prairies qui sont complètement brunes. C'est inhabituel, c'est très joli. Goliath, qu'est-ce que tu veux faire? Où veux-tu aller? Pas par là? Bon, vous savez, moi alors, viens par ici alors. Oui. Et donc, autre erreur typique. Par exemple, en médecine fonctionnelle, vous savez qu'on peut tester l'hormone thyroïdienne active T3 dans l'urine, ce qui est une bonne chose. Ça affine le diagnostic, ça affine les indications de prescription ou pas de T3. Donc, on peut le faire, c'est pas la priorité. Mais je précise qu'en matière de thyroïde, les valeurs sanguines dominent. C'est le sang qui décide avant tout. L'urine est là pour affiner. Et donc, j'ai aussi vu, c'est d'ailleurs le même cas auquel je fais référence, une prescription de GTA, qui est une petite dose de T3, comme beaucoup d'entre vous savent, 1 microgramme environ de T3 dans la GTA, même pas de prescription parce que c'est assez négligeable n'est pas le bon mot, mais c'est assez suffisamment light pour que ça passe un peu sous le radar des régulateurs qui n'imposent pas de prescription pour le GTA. Bien que ce soit discutable, hein, on pourrait imaginer qu'il faille une prescription parce que la T3 c'est pas anodin. Et donc donner de la GTA ou du GTA, ça n'a pas de sexe, donc on peut dire ce qu'on veut, donner du GTA à une personne qui a une T3 urinaire très basse.
absolument normalement basse. Ben oui, mais ça ne convient pas. Il faut aller voir la T3 sanguine. Et dans le cas de figure, la T3 sanguine était correcte. Alors, on n'est pas encore rendu. Il faut encore aller voir la T3 reverse. Et la T3 reverse pourrait justifier la prise de GTA, de T3, peu importe la forme de T3, si la T3 reverse est élevée. Quand je dis élevée, c'est déjà la partie supérieure des normes, hein, la partie supérieure des valeurs de référence en matière de GTA, c'est suspect, et au-delà, c'est très suspect. Donc là, il y a effectivement un freinage de la fonction thyroïdienne parce que cette T3 reverse agit à contresens, elle bloque les récepteurs à la T3 et ne permet plus à la T3 existante de fonctionner. Donc il y a vraiment un rétropédalage du système, souvent typiquement provoqué par le stress, mais c'est une réaction normale de l'organisme parce que en cas de stress, si ce stress se prolonge, le système se met en mode survie. Hein, c'est un peu, je donne toujours l'exemple de la flamme du chauffe-eau dans la salle de bain, pour autant que ça existe encore. Alors là, je parle de Bulex en Belgique et de Butagaz en France. Alors vous allez me dire, bon, d'abord, moi j'habite en Suisse, ça ne me convient pas. Au Luxembourg, je ne sais même pas ce qu'on utilise parce qu'il n'y a pas ça dans ma salle de bain. Et puis, c'est des marques qui datent de la dernière guerre mondiale, ou presque. Et à mon avis, ça a peut-être évolué. Donc, je suis totalement vieux jeu. Mais ça, c'est pas nouveau. Donc, cette T3 reverse élevée pourrait justifier une prescription de T3 sous une forme ou sous une autre. Mais dans le cas de figure, c'était pas le cas. La T3 reverse était bonne. Donc, si vous avez une T3 urinaire très basse, mais que les deux paramètres sanguins de T3 sont satisfaisants, si en plus la TSH est correcte entre 1 et 2, vous ne pouvez pas donner de la T3. Et d'ailleurs, dans le cas cité, il y a eu des effets secondaires, même simplement d'un ou deux GTA par jour. Je ne sais plus si c'était 1 ou 2. Mais quand c'est 2, c'est pas 2 en même temps, c'est 1, et puis on répète ça plus tard dans la journée, vu la courte demi-vie de la T3. Oui, donc tout ça, ce sont des exemples, si vous voulez, où les gens reçoivent un traitement de médecine fonctionnelle, mais le médecin fonctionnel n'a pas été suffisamment attentif et n'a pas regardé tous ces paramètres. On ne peut pas faire ça à la va-vite. On ne peut pas regarder un paramètre. Ah, T3 urinaire très basse, pouf, je donne de la GTA. Voilà, l'affaire est faite. Ça marche pas comme ça, c'est pas un truc binaire, la médecine fonctionnelle. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas protocolaire. Bon, moi, je hurle comme un possédé ici. Il n'y a jamais y avoir du gibier qui va apparaître dans ce genre de bruitage. Mais enfin, bon. Alors, regardez, toute la végétation, toutes les feuilles sont toutes... elles souffrent et elles... Je ne sais pas ce qui va se passer parce que, bon, ici, il n'a pas plu depuis des éternités et il n'y a absolument aucune pluie annoncée de toute la semaine, peut-être la semaine prochaine. Bon, on espère, mais on n'est pas certain. Donc, cet exemple, tout comme le précédent avec le fer, vous voyez, ce sont des cas typiques où vous avez plusieurs paramètres à considérer et le médecin réagit au quart de tour sur un paramètre qui lui paraît très anormal, mais même parce que je pense que la prescription a été entre guillemets justifiée, mais moi je dis qu'elle est injustifiée parce que ce paramètre-là est très bas. Mais ça n'emporte pas la décision, ça, parce qu'il faut voir les autres paramètres. Et donc c'est ça la personnalisation. Ok ? Bon, voilà, ça c'est une première partie de la vidéo. Alors j'ai un autre
sujet que je veux débattre aujourd'hui. Tout ça est inspiré par des choses que j'ai croisées récemment. Et donc j'ai eu l'envie de faire cette vidéo, de prendre un peu d'avance, parce que figurez-vous que je vais avoir un stage de mycologie de 4 jours, et là, j'aurai pas vraiment l'occasion, enfin mycologie, pour autant qu'il y ait des champignons, hein, il faut encore qu'il pleuve d'ici là. Mais là, j'aurai pas le temps de tourner des vidéos, donc je prends un peu d'avance, et ceci en est la manifestation. C'est ce qui se passe, parce que je viens d'avoir le cas avec, ça c'est ma patiente, qui avait de gros problèmes de gluten. C'est une patiente transplantée hépatique, une transplantation hépatique qui date d'il y a très longtemps, d'il y a 25 ans, et qui est due, figurez-vous, à un empoisonnement aux amanites. Et oui, c'est pas pour rire, les empoisonnements. Alors, ça fait raccord avec le stage de mycologie, mais je vous jure que c'est une coïncidence, je n'y avais même pas pensé. Et donc, cette patiente a des très mauvais paramètres hépatiques, elle a des enzymes hépatiques très élevées, et elle a d'autres raisons qui justifient... Bon, elle a une tendance au leaky gut, donc à l'hyperperméabilité intestinale, et donc elle s'est retrouvée avec des ordres stricts de ma part d'enlever le gluten. Bon, ce qu'elle fait. L'idée, si vous voulez, c'est que si on restitue la barrière intestinale en enlevant le gluten, on protège le foie, et je suis intimement persuadé qu'on va voir ces enzymes hépatiques diminuer, parce que c'est l'analogie avec les alcooliques qui ont des augmentations parfois inquiétantes de leurs enzymes hépatiques quand ce sont de gros alcooliques. Enfin, les alcooliques sévères, hein, ils peuvent être gros ou minces. En général, ils deviennent même minces parce qu'ils ne mangent plus. Mais tous ces patients alcooliques ne développent pas une cirrhose, ne se retrouvent pas avec des excès d'enzymes hépatiques. C'est ça qui est très surprenant. Il y en a qui boivent comme des trous, hein, comme on dit, et qui ont des paramètres hépatiques légèrement augmentés, mais rien d'affolant. Eh bien, tout ça dépend de la perméabilité intestinale. Les hépatiques qui font des cirrhoses sont ceux qui ont une hyperperméabilité intestinale, et ils n'en ont pas tous une. Bon, il y a des intestins plus costauds que d'autres, il y a des muqueuses intestinales qui résistent à tout, et alors ceux-là sont protégés. Ceux qui voient leur muqueuse devenir trop perméable, eh bien, font des explosions d'enzymes hépatiques. Donc, c'est tout à fait légitime de faire ça. Mais là n'est pas le sujet. Bref, la patiente est mise en régime sans gluten. Et alors, elle me contacte après 3 semaines. Alors, il y a d'autres choses qui ont été faites, hein. Il y a un soutien endocrinien, thyroïde surrénale adapté. Bon, je ne sais même pas de mémoire exactement tous les détails. Elle m'a dit, je me sens mieux, je suis nettement plus énergique, mais j'ai un peu de constipation, j'ai des selles beaucoup plus dures, je vais à selles tous les jours, mais c'est pénible. J'ai le ventre gonflé, ça ne s'élimine pas aussi bien qu'avant. Et donc, elle se demande s'il n'y a pas un ingrédient dans un des éléments de mon traitement qui provoque ça. Eh bien non, c'est pas mon traitement. Moi, je ne prescris pas des traitements qui constipent, hein. J'ai une sainte horreur de la constipation. Je trouve scandaleux qu'on ne désigne pas comme constipation toute situation où il n'y a pas de selle strictement quotidienne. On doit aller à la selle tous les jours. Alors, on peut passer un jour comme ça, suite à des circonstances particulières. Par exemple, si on voyage, on prend un vol aérien très tôt, par exemple, alors on se réveille au milieu de la nuit, on doit être à l'aéroport très très tôt parce que l'avion décolle à 7 heures, ben, vous pensez bien que dans ces cas-là,
ça peut foirer, alors en plus quand on n'est pas chez soi par après, puis les toilettes où on va, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent induire une constipation. Mais la patiente ici donc avait quand même des selles tous les jours, mais une tendance à la constipation qui ne me plaît pas du tout, évidemment. Mais alors je lui explique la raison, parce que je la connais, la raison. Et c'est un peu surprenant, je méfie parce qu'on est sur la route. Ouais, bon, il n'y a pas énormément de trafic, hein, c'est Luxembourg. Enfin, c'est l'Ardenne luxembourgeoise, c'est le Sling. C'est peu peuplé. Le sud, c'est autre chose. Et donc, on va vers le petit pont, là. Vous allez voir, il y a une belle petite rivière, pour autant qu'il y ait encore de l'eau. Ça reste à prouver. Il me semble que j'entends quand même un flux. Oui. Eh bien, la raison est très simple. On a enlevé le gluten, qui irritait ses intestins et qui faisait antidote à un fond de constipation préalable. Voilà. Très courant, cette histoire-là. Je vous mets en garde, donc quand on instaure des régimes sans gluten avec tout ce que je vous raconte, je crois que ça risque d'arriver plus que d'ordinaire, hein, plus souvent que ce qu'on pourrait penser. Donc si je m'adresse ici aux thérapeutes, si vous instaurez des régimes sans gluten et puis que vous avez des retours de bâton comme quoi les gens sont constipés, eh bien c'est parce que vous avez enlevé le gluten. Le gluten irrite et agit en tant qu'anticonstipant. Donc on retrouve, si vous voulez, derrière le changement alimentaire, un terrain propice à la constipation. Pouf, il n'y a plus rien, hein. Il y a 1/10 de ce qu'il y avait avant, hein. Mais enfin, il y a de l'eau. Déjà ça. Bien Goliath. Ne reste pas au milieu de la route. Donc c'est très intéressant parce que alors il faut prendre cette constipation en charge et bien expliquer aux patients que c'est pas votre traitement, non, c'est le changement alimentaire. Alors c'est l'occasion, il me reste 5 minutes, de vous rappeler des choses qui sont intéressantes à faire. Ici en l'occurrence avec cette patiente, je lui ai demandé d'aller acheter du citrate de magnésium et d'en prendre 3 par jour. Figurez-vous que je lui donne déjà, parce que c'est une patiente fort nerveuse, fort anxieuse. Bon, évidemment, elle a ce gros problème de santé avec son foie qui fonctionne mal. Donc, je lui ai donné déjà... Elle a un déficit en magnésium flagrant, donc on va certainement pas la surdoser en magnésium. Et alors, je lui donnais 3 gélules de taurate de magnésium par jour. Eh bien, je les ai doublées. Je lui ai dit, écoutez, vous les couplez avec des citrates. 3 taurates et 3 citrates de magnésium. Donc, je pense que ça va l'aider. Et alors, je lui ai dit, si ce n'est pas suffisant, vous faites appel à l'ascorbate de magnésium, la fameuse vitamine C en poudre, que je recommande quand il s'agit de prendre de la vitamine C de manière assez intense. Ça vaut la peine parce que c'est une forme non acide. Hein, le proton, l'H+, est remplacé par le magnésium. En fait, magnésium, il y a 2 charges positives, donc ça remplace 2 protons. Et donc, c'est l'ascorbate de magnésium que je vous ai présenté dans 3 vidéos, mais en tant qu'anti-infectieux, hein, antiviral surtout, mais anti-infectieux en général. Très, très précieux, mais ça a un double usage. Ça peut servir d'anticonstipant. Et c'est magique, hein. Si vous commencez mollo, hein, vous prenez 1 gramme par jour, 2 grammes, 3 grammes, ça, si ça n'est pas suffisant, vous augmentez. Mais vous n'augmentez pas à la folie, parce que vous pouvez très bien passer de la constipation à la diarrhée. Alors, ce qui est bien avec cette poudre, c'est que vous pouvez titrer ça. Vous comprenez, titrer, c'est prendre vraiment la quantité. Bon, je vous mets la vue, hein, c'est quand même... On va finir plus ou moins ici, je crois. C'est adapté très finement. Alors, si les selles sont un petit peu trop molles, sans aller jusqu'à la diarrhée, mais ça commence à se ramollir un peu trop, on diminue.
Et l'inverse, si c'est toujours un peu dur, eh bien on augmente, ou bien on peut en reprendre. Alors, vitamine C, je pense que c'est comme toujours plus logique de prendre ça le matin, hein, parce que c'est quand même stimulant. Et puis, si en cours de journée, vous sentez que c'est paresseux, vous pouvez en reprendre un petit peu. Et donc, avec ça, on se sort de toutes les situations. Avec le citrate est plus doux, donc un laxatif doux. Et puis, vous remettez l'ascorbate de magnésium par-dessus. Bon, il y a tout le reste, hein. L'exercice, l'hydratation, manger des fibres. Bon, c'est vraiment les poncifs habituels de la lutte contre la constipation. C'est pas tellement le sujet que je veux creuser. J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais voilà, on ne laisse pas. Bon, ça c'est une patiente. Je lui dis, vous avez bien fait de me recontacter après 3 semaines, pas après 3 mois. Je ne suis pas content de cette situation-là. Ce n'est pas ma faute. C'est vous qui avez cette tendance-là, mais qui était masquée par l'irritation apportée par le gluten. À la limite, un transit intestinal qui se freine, qui devient paresseux quand vous enlevez le gluten, prouve 2 choses. 1, ce gluten était irritant. Il irrite beaucoup de gens, le gluten. Pas tout le monde, mais il irrite beaucoup de gens. Donc, on a cette confirmation. Et puis, secundo, le terrain sur lequel ce gluten a exercé son influence, je dirais, inflammatoire, était quand même paresseux, ce qui est très, très courant, hein. Bon, c'est une femme espagnole, pas jeune, hein, qui est dans la soixantaine bien avancée. Le nombre de femmes espagnoles qui sont constipées, c'est terrifiant. Estreñimiento. Hein, bon. Donc voilà. Ce sont des cas, je crois, intéressants, ce sont des cas cliniques. Bon, je crois que vous aimez bien aussi d'avoir des cas cliniques. Et donc, c'est compliqué la médecine fonctionnelle, vous voyez. C'est pas riff-raff, c'est pas binaire. Il faut réfléchir, il faut regarder tous les éléments qu'on a en sa possession, tenir compte de la clinique et de la biologie. Il faut des tests, sans test, c'est pas de la médecine fonctionnelle. Et utiliser ces tests à bon escient en réfléchissant plutôt 2 fois qu'une. Et alors parfois, quand vous apportez des changements qui devraient être favorables, en réalité, ils posent problème parce que les gens, au lieu d'aller mieux, vont plus mal et alors ils sont un peu perdus. Mais le petit Goliath. Mais alors voilà, ça doit amener des correctifs et surtout des explications. Les patients doivent comprendre ce que vous leur faites. Eh bien voilà, je vous remercie. La vidéo se termine et je vous invite à mettre vos commentaires et poser vos questions sur les commentaires YouTube et puis à revenir la prochaine fois. OK ? Merci, au revoir.